Cet épisode est commandité par Cautionnement Expert et PMA Assurance. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos projets de croissance en construction. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Nous décortiquons dans cette série d'épisodes plusieurs mises en situation malencontreuses qui pourraient survenir au sein d'entreprises en construction. Nous ne sommes jamais à l'abri de problèmes qui pourraient survenir dans notre entreprise, que ce soit au bureau ou encore sur les chantiers. 4 situations fictives seront d'abord présentées pour les experts qui vont par la suite nous donner leurs conseils pour éviter des événements similaires par la suite. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous présentons un cas de cyberattaque dont personne n'est à l'abri. Voici donc la mise en situation pour aujourd'hui. Pierre possède une entreprise en maçonnerie d'une centaine d'employés. Lorsqu'on lui parle de cybersécurité, celui-ci n'y prête pas particulièrement attention et revendique que, selon lui, ses employés sont prudents et que son entreprise n'est pas assez grosse pour être la cible de cyberattaque. Malheureusement, un courriel envoyé par une entité se faisant prendre pour les ressources humaines était corrompu. Pierre et plusieurs employés l'ont ouvert et rapidement, un rançongiciel a pris le contrôle de tous les ordinateurs de la compagnie. Les pirates informatiques demandent 75 000 $ contre leurs données. Et parmi celles-ci se trouvent entre autres les données de tous leurs projets en cours ainsi que les listes de leurs partenaires et les clients. Si la rançon dont le prix augmente d'heure en heure n'est pas payée, ces données seront partagées sur Internet. On est devant un problème. Que faire? Et nous allons en discuter aujourd'hui avec Jean-Philippe Descaries-Mathieu, consultant en cybersécurité, qui va nous expliquer comment éviter de se retrouver dans ce genre de situation et puis comment agir par la suite lorsqu'une attaque frappe. Monsieur Jean-Philippe Descaries-Mathieu, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à vous. C'est pas drôle, les cyberattaques, on entend parler de ça de plus en plus, on a l'impression. Comment on pourrait éviter ces situations-là et peut-être décortiquer qu'est-ce que c'est aussi? Il y a plusieurs sortes de cyberattaques, hein? On pourrait peut-être les définir. Il y en a des centaines, en fait, de manières de compromettre un système d'information. Là. Donc, ça, c'est sûr que je ne commencerai pas à toutes les décrire, là, mais ce qui est très commun, qu'on entend souvent parler et que c'est en hausse depuis plusieurs années, vous l'avez mentionné, c'est les rançongiciels. Un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui est déployé sur un système, donc sur un parc informatique, un ou plusieurs ordinateurs, peu importe, où les données importantes, comme les fichiers Word, admettons, les fichiers Excel, les bases de données, les photos, etc., sont chiffrées sans le consentement de la personne à qui appartient l'ordi ou le parc informatique, par des groupes qui veulent, en échange, de déchiffrer ces fichiers-là, les rendre accessibles à nouveau, une rançon. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un rançongiciel. Très, très, très commun parce que ça exploite le fait que l'hygiène numérique n'est pas très forte. C'est la majorité des entreprises et des particuliers et autres. Même après 20 ans de sensibilisation de l'industrie, qui s'est vraiment structurée une vingtaine d'années, l'industrie de la cybersécurité, c'est encore c'est un terrain fertile là, pour l'exploitation. Donc ça, c'est pas une des méthodes les plus connues, ce qu'on entend le plus parler dans les médias et autres. C'est une qui est les plus utilisées aussi. Je pense entre autres notamment, puis ça c'est pas moi qui le dis, là, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Verizon, très très grosse compagnie de télécommunications, qui prend un rapport annuel sur ils appellent ça le Data Breach Investigations Report. C'est tout ce qui est fuite de données, catalogué. Eux autres font leur propre enquête. Ils parlent à des milliers d'entreprises, pas juste aux États-Unis, partout dans le monde. Puis ils font des analyses sur les tendances du milieu. Dans le milieu, il n'y a pas une section de marché vertical pour la construction en tant que telle, mais il y a une section dans leur rapport 2023 sur tout ce qui est extractions, utilities, oil and gas. Bon, ça se rapproche le plus, là, j'ai regardé les catégories. Puis une attaque sur 3 dans ce milieu-là, c'est une attaque de rançongiciel. Ah oui? Donc, ça ment pas. Là. Il y a des centaines d'événements qui ont été répertoriés par Verizon là-dessus. C'est très commun parce que ça fonctionne. Les gens ont une mauvaise hygiène numérique, ils se font envoyer une demande de rançon, puis là, ils font dire, 75 000, admettons, versus, si je retrouve pas ces fichiers-là, ça va me coûter, admettons, je dis n'importe quoi, quelque chose comme la propriété intellectuelle ou des listes de clients. Ou j'estime que la perte est à 500 000, admettons, là, je vais payer la rançon à la place. Mais ça, c'est ça qui est tordu un peu dans le sens, puis les groupes malicieux le savent. Mais j'imagine qu'on embarque dans un cercle vicieux si on commence à payer. C'est ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne fait pas affaire avec une organisation qui est légitime. Là. Si eux autres décident de prendre votre argent puis pas vous donner les fichiers en échange, pas le Better Business Bureau qui va pouvoir vous aider là-dessus. Non, en effet. C'est une question de confiance. Il y a des groupes de rançongiciels qui sont reconnus pour payer.
Il y en a d'autres, non, mais ils font pas long feu parce qu'à un moment donné, si tu fais compromettre, puis quand tu fais affaire avec ta compagnie d'assurance, qu'eux autres, il y a des compagnies d'assurance qui sont de plus en plus spécialisées dans la réponse à, mettons, une compromission via rançon logiciel. On appelle ça des breach coach. Eux autres, c'est souvent des avocats qui vont spécialiser, mettons, je viens de me faire compromettre, je sais pas quoi faire, au secours, aidez-moi. Il y a quelqu'un qui va sauter sur le téléphone, après il rentrait. Mais des fois, ça fait partie de l'assurance aussi. Puis il va guider les personnes au travers de ça. Parce qu'il y a tout un élément aussi j'entendrai pas là-dedans, mais tout un élément, notamment aux États-Unis, de payer des groupes qui déploient des rançons logiciels. Il y a un flou légal par rapport à ça. C'est donner de l'argent au crime organisé là, en tant que tel. Carrément. Fait que là, il y a tout un gros flou légal là-dedans. Bref, c'est ça, il y a comme toute une structure là-dessus. Puis le problème, c'est que c'est des fois, ça vaut plus la peine de payer la rançon que de dire, là, je ne peux pas me permettre de perdre ces documents-là. Puis évidemment, mauvaise hygiène numérique sous-entend que, bon, il n'y a peut-être pas de backup, ou les backups aussi ont été compromis. Aussi. Via une rançon logicielle, c'est très commun. Fait que là, je vais la payer la rançon. Mais oui, ça met un spotlight sur la personne qui paye, parce que là, on sait qu'elle a une mauvaise hygiène numérique puis qu'elle a la capacité de payer. Ouais. Fait que là, le mot se passe des fois dans le milieu. Fait que c'est à répétition, des fois. Quand l'organisation apprend pas ou ne veut pas investir en sécurité de l'information, parce que tu dis, ouais, mais là, j'ai payé 75 000 $, puis là, tu me demandes d'embaucher un 3 spécialistes à 125 000 chacun. Puis ça va te prendre 3 ans de sécuriser mon parc au complet. Je vais pas le faire. Là. Puis c'est ça le problème, c'est que on a vu au fil du temps que les tendances au niveau de combien les groupes malicieux demandaient en rançon, ça a fluctué. Au début de la pandémie, quand tout le monde travaillait de la maison du jour au lendemain, était déstabilisé, puis il y avait comme une incertitude générale dans la population. T'allais dans le tapis, là, les demandes de rançon, parce que les gens avaient pas d'autre choix et tout le monde était bon, OK, je vais payer, j'ai pas le choix, c'est le chaos dans mon entreprise, etc., etc. Puis là, on a vu dans les dernières années, il y a 2 ans, une tendance à la baisse parce que là, les compagnies d'assurance sont rentrées là-dedans et ont commencé à donner des outils pour les entreprises par rapport à quand que ça arrive, ce genre d'affaires-là. Puis là, on voit qu'il y a une tendance qui est en train de remonter un peu au niveau de autant la demande de rançon que le nombre de rançons en tant que tel. Et ça, c'est tous les milieux ou presque confondus. Mais c'est ça, c'est un peu là où on en est. Puis je tiens à revenir sur un truc que vous avez dit au début, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça? J'imagine que, outre la super cybersécurité en général, avoir des protections, faire attention, ne serait-ce qu'être vigilant, ça aide. Il faut se rendre le moins attrayant possible, oui. Il faut avoir des campagnes de sensibilisation auprès de nos employés. Des vraies campagnes, pas juste, mettons, dans la mise en situation où vous disiez, le chef d'entreprise croit que ses employés, ça, quand tu mets, il faut avoir des métriques, il faut avoir des indicateurs de performance. Ça existe, il y a des plateformes qui le font. Au-delà de ça, parce que les outils, c'est la même chose que je répète depuis 20 ans. Là. C'est les mêmes choses de sensibilisation en cybersécurité, de dire, dotez-vous des outils. Les outils, c'est pas une panacée. C'est les humains aussi qui sont importants. Blablabla. Au-delà de ça, le plus important, selon moi, c'est qu'une organisation doit être résiliente. Puis quand que ça va arriver, quand il y a un incident qui va arriver, pas si, quand il va arriver, il faut que la compagnie soit prête. Voilà. Donc, plan de réponse aux incidents, savoir qui appeler, est-ce qu'ils ont un breach coach en cas de rançon. Il faut s'enlever de la tête que la compagnie est trop petite, pas attrayante, personne ne me connaît, si ça, j'ai pas d'ennemis. Ça, là, la majorité des attaques en ligne sont automatisées. C'est tout ça, là, c'est géré maintenant comme des grosses business par certains groupes qui ont une plus grande maturité. Eux autres, c'est le principe de pêche en haute mer. Ils lancent un grand filet, puis ils ramassent ce qu'il y a dans leur filet par après. Puis s'il y en a qui sont en effet trop petits pour passer au travers des mers, ben tant mieux, mais c'est une question de temps. Ça va arriver. C'est sûr. C'est 100% sûr que ça va arriver si vous avez une compagnie, que ce soit en construction ou ailleurs, puis qu'il y a une présence en ligne, c'est-à-dire quasi-certitude que ça soit... J'ai juste dit un petit dépôt de fichiers sur Google Drive ou peu importe. Ça, c'est une présence en ligne. Ça va arriver. Il va y avoir une fuite de données, il va y avoir une attaque, il va y avoir une compromission. C'est sûr, ça va arriver. Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Ça, c'est le plus important. Oui, il faut savoir se relever et sortir de ce cercle vicieux-là. Les grosses compagnies, à l'inverse, qui se croient protégées, j'imagine qu'elles aussi, ces compagnies-là doivent faire attention de plus en plus. Ouais. Même s'ils ont plusieurs barrières et ont des employés qui sont briefés à chaque semaine. C'est encore drôle, ça. Je n'aimerais pas de nom, là, mais j'ai travaillé pour des très, très grosses entreprises en consultation, puis des compagnies avec des poches profondes. Je me suis dit, ces compagnies-là, c'est sûr que c'est correct, c'est protégé. C'est une culture d'entreprise. OK. C'est 100% une culture d'entreprise parce que des absurdités, j'ai très tenté de dire le nom, mais je ne le dirais pas. Non. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est pas une entreprise spécifique. C'est culture d'entreprise. Ouais, si c'est pas pris au sérieux en haut,
ou si on voit ça comme la sécurité de l'information comme un check in the box, vous m'excuserez l'expression anglaise, mais quelque chose à faire pour se débarrasser, non pas un processus continu dans lequel on investit, puis on développe, puis tu sais, on dit on va en faire une pierre d'assise de notre offre. Carrément, avec vous, si vous venez client chez nous, on prend ça au sérieux. Ouais, c'est quelque chose qui pourrait être vu, tu sais, prendre quelque chose de négatif, le transformer en positif. Ouais. Mais ça, c'est pas la tendance. Le fait est, c'est que c'est ça qu'on devrait voir, mais c'est pas ça qu'on voit. C'est pas parce qu'une compagnie est grosse qu'automatiquement elle est sécuritaire. En fait, une compagnie très, très grosse, c'est des très gros systèmes, puis des fois, c'est par acquisition aussi. Des compagnies qui ont acquis d'autres compagnies avec leur système tout croche, puis ils mettent d'autres systèmes tout croche ensemble, puis ils mettent du duct tape puis de la gomme, puis ils espèrent que ça fonctionne, puis surtout s'il n'y a pas de culture en plus de sécurité de l'information à l'intérieur. Donc, c'est le gars de TI qui se retrouve avec tout, puis il est déjà débordé. Ouais. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il faut pas se fier à la grosseur d'une compagnie pour le niveau de maturité au niveau de la sécurité de l'information. Bon, pour éviter qu'une entreprise soit ciblée, on a parlé de formation des employés, sensibilisation, installation d'antivirus. Est-ce qu'il y a le VPN aussi, les gens qui travaillent à distance, est-ce que ça peut aider contre les cyberattaques? Ben, d'entrée de jeu, je dirais qu'un VPN, c'est pas une panacée, là. Puis les gens vont souvent mélanger, mettons, les services commerciaux de VPN, là, mettons, les pubs qu'on voit au début d'une vidéo YouTube, là, de NordVPN et autres. Ça, c'est des services commerciaux versus un VPN. Ce que c'est un canal de communication entre un réseau et un autre. Okay? Donc, ça permet, mettons, quelqu'un qui travaille de la maison de pouvoir accéder à ses ressources qui sont au bureau de manière, en théorie, sécuritaire. Le fait est, c'est que c'est un ordinateur, un VPN, qui fait une requête pour vous en votre nom à un autre ordi. C'est ça que c'est principalement. Puis il y a beaucoup là, dans lequel vous faites référence, c'est pas mal des services commerciaux de VPN, ce qu'on a pour 10$ par mois, généralement, pour, ça, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est un ordinateur qui fait une requête pour vous, pour comme ça, l'ordinateur distant qui reçoit une requête, que ce soit un site web, peu importe. Il voit pas votre adresse IP, mais l'adresse IP du fournisseur VPN. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas mauvais. Faut le voir comme un éventail de protection puis un ensemble d'outils pour se rendre moins attrayant à un adversaire mais c'est pas miraculeux, c'est pas il y a des services VPN qui sont non chiffrés aussi, donc mettons les canaux de communication entre votre ordinateur et votre laptop que vous utilisez à l'aéroport, on va dire, que vous connectez sur le Wi-Fi de l'aéroport ou peu importe, sur un site de construction, peu importe. La communication peut être chiffrée, mais des fois elle l'est pas. Les services vraiment cheap, là, ça ne l'est pas. Fait que il n'y a pas plus de sécurité en tant que tel. C'est un ordinateur qui fait une requête en votre nom à un autre, mais il n'y a pas de canal chiffré. Donc, ça vaut ce que ça vaut, honnêtement. Puis il y en a plein des services VPN. Ils sont pas tous créés égaux. C'est pas parce que c'est des gros noms qui sont plus sécuritaires non plus. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le milieu de la cybersécurité sur les offres de services des très gros fournisseurs que je nommerai pas. Et encore là, c'est une affaire de business, là. Il y a quelques années de ça, tout le monde s'est mis à trouver que les VPN, c'était la panacée pour régler tous les problèmes. Là. Je sais pas trop pourquoi. Puis là, toutes les compagnies offrent un service de VPN qui est pas tout le temps bon, honnêtement. Puis ça reste qu'à la base, c'est pas la solution. C'en est une parmi C'en est une, il faut le voir comme un éventail de solutions. Malheureusement, il n'y a pas de one size fits all, tu sais, quick fix. J'ai un cliché, là, j'aime pas ça dire ça, là, mais la sécurité, c'est un processus, c'est pas un produit, là, mais c'est vrai quand même. C'est pas une affaire de genre, on achète cet outil-là puis c'est réglé. Là. C'est pas comme ça. Les tactiques, techniques et procédures des acteurs malveillants dans le milieu évoluent extrêmement vite. Ils ont souvent le support d'État aussi. C'est les groupes malicieux de hacking, il y en a qui sont structurés comme des vraies entreprises avec des gens payés à temps plein pour développer des failles dans les systèmes. C'est fou. Il y en a qui sont plus petits, évidemment, là, c'est pas tout comme ça, mais on n'est plus à l'ère de l'ado boutonneux de 14 ans dans le sol de chez ses parents. Là. Il y en a encore, mais je veux dire, ça s'est structuré à un niveau où des groupes de hackers malicieux revendent leur infrastructure à d'autres groupes pour mener des attaques, compromettre des systèmes, etc. On est dans le business to business, là, vraiment. Là, on appelle ça du crimeware, là, en fait. Là, c'est je te vends une partie de mon infrastructure pour que tu fasses ce que tu veux, moi je regarde ailleurs. Mais c'est tout structuré. Il y a des gestionnaires de projets dans ces entreprises-là. Puis des entreprises, c'est structuré un peu comme la mafia sicilienne, là, où c'est rendu au point où certains groupes, ils voient ça comme une business, ils gèrent comme une business avant toute chose, une manière de faire de l'argent. Donc, c'est dur de se prémunir contre ça parce que les entreprises ont tous ou presque une trace numérique et sont toutes presque sur Internet et font face au même champ de bataille. Ils sont sur le même champ de bataille que les très grosses entreprises avec plus de moyens ou les petites entreprises qui en ont presque pas aussi. Donc, c'est très inégal, le combat. Donc, mais il faut pas être naïf. Ça va arriver.
un jour, c'est sûr. Est-ce que la majorité des cyberattaques, c'est par courriel que ça arrive? Donc ça, c'est un autre type d'attaque, ce qu'on appelle communément le phishing ou l'hameçonnage. Ouais. Ça, c'est quand on recevait un courriel, par exemple, de quelqu'un qui semble être un employé de l'entreprise ou de votre entreprise ou qui semble être un nouveau fournisseur ou une organisation connue ou peu importe, qui demande soit des accès ou souvent de l'argent, peu importe, ou il y a une demande urgente qui est invoquée, ou il y a un appel à l'autorité qui est fait. Là, c'est un vice-président exécutif de la compagnie X qui demande d'avoir la liste des clients, peu importe. Ça, c'est très commun aussi. Le phishing en tant que tel, l'hameçonnage, je crois que c'est le type d'attaque la plus répandue sur Terre, tout milieu confondu, etc. Parce que c'est hyper facile à faire. Ben voilà. On est à l'ère des fuites de données où depuis, mettons, 12-13 ans maintenant, un petit peu plus, une quinzaine d'années, à l'ère de ce qu'on appelait le big data à l'époque, ou le cumul de données sans fin. Et marier ça avec une hygiène numérique généralement pas super de la majorité des entreprises, ben ça fait qu'il y a énormément de fuites de données. Ces fuites de données-là sont par la suite militarisées et utilisées comme base pour construire des schèmes d'attaque en tant que tel. C'est que là, moi, je suis un acteur malicieux, j'ai plein de données, puis là, j'ai plein d'adresses courriels, mettons, comme cible potentielle, et j'ai d'autres données croisées avec ça. Je sais que l'adresse courriel, c'est président de telle entreprise parce que ça a fuité à gauche, à droite. Si je veux faire des attaques ciblées, ce qu'on appelle du harponnage ou du spear phishing en anglais, là, je peux construire une attaque en fonction de la réalité de la personne. Je sais que tel président, il a les poches profondes, c'est dans son adresse courriel, puis par une autre fuite de données, j'ai su que son chien s'appelait Jimbo, peu importe. Fait que mon email, je le construis. Hey, c'est Monsieur X de telle entreprise. On s'est vu à tel événement parce que je suis allé voir sur LinkedIn, puis le président s'est mis à tel événement, tout ça. Je veux savoir comment va ton chien, blablabla. Fait que là, je crée un rapport, une relation, un lien de confiance, puis là, par la suite des choses, by the way, j'ai besoin de 6 000 $ ou pas 10 000 $. Donc, la cible se sent rassurée. Voilà. Il me connaît bien, c'est ça. Ben, c'est ça, exactement. Ça, c'est du phishing ou c'est du hameçonnage. Ça, c'est spécifiquement du hameçonnage ciblé. C'est une forme d'ingénierie sociale qu'on appelle dans le milieu. Là. C'est comme le nom l'indique, là, dans le fond, c'est se développer un persona pour mettre les gens en confiance pour ensuite les frauder, là, carrément. Si on est une petite entreprise en construction, on a une bonne hygiène numérique, j'aime l'expression, mais quand ça arrive, on est quand même ciblé. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Jean-Philippe Descaries-Mathieu. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On est mal pris, là. La réponse plate, c'est il faut s'arranger pour se rendre là le plus possible. Parce qu'une fois que le mal est fait, c'est un peu difficile de remettre le génie dans la bouteille. Là, une fois que c'est fait, surtout, c'est dur de répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de types d'attaques et tellement de circonstances où ça peut être grave ou moins grave, selon. La dernière statistique que j'ai vue dans une couple d'années au Québec, c'est 60% des PME qui subissent une attaque d'importance ferme en dedans de 6 mois. Ça scrape leurs opérations. 60% à peu près. Wow. Leurs opérations, parce que ça affecte trop leurs opérations, ils perdent trop de données, etc., etc. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On est à l'ère aussi des services de nuagerie numérique où on délègue une partie de la responsabilité de la sécurité de l'information à des très grosses entreprises qui gèrent ces services-là. Exemple, Google, Amazon Web Services. Tout le monde a un compte Google Drive, admettons, sur lequel c'est très facile. Quand on commence, on est entrepreneur, puis qu'on travaille 15 heures par jour, de juste tout dumper le stock là-dedans, c'est facile, merci, bonsoir, qui est attaché à notre adresse personnelle bigdaddy69@gmail.com. Puis là, on se retrouve un an et demi, 2 ans plus tard, à avoir plein d'employés qui ont accès à ces fichiers-là, sous son nom personnel, puis ces employés-là, il y en a qui quittent en mauvais termes. Fait que puis là, c'est pas la job de l'entrepreneur de savoir à quelle permission il a donné à quel fichier dans son compte. Il faut vraiment avoir la réponse textbook irréaliste. C'est genre, dès le début, construisez une sécurité par design. Prenez-vous un compte, mettons, Google professionnel séparé. Mettez tous vos trucs là-dedans, séparez les droits d'accès. Bon, c'est facile à dire comme moi qui est dans une bulle de cybersécurité. Pour moi, c'est naturel. Quand t'es entrepreneur, t'es tout seul au début, puis tu te verses même pas de salaire, puis que t'as pas le temps, puis c'est vrai que t'as pas le temps parce que c'est juste 15 heures par jour, 7 jours semaine. Je sais, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. C'est pas réaliste. Il faut que tu coupes les coins ronds, puis t'as pas le choix. Puis ces entreprises-là, comme Google et compagnie, ça rend hyper facile. C'est fait pour être facile. Fait que c'est fait pour accidentellement couper les coins ronds. Donc, l'accès est facile. La meilleure chose que je peux dire comme conseil là-dessus, c'est réalistement, premièrement d'en être conscient. Déjà, si je dis quelqu'un qui en est conscient puis qui a dit j'ai pas le temps, c'est déjà moins pire que quelqu'un qui s'en fout, qui pense qu'il est pas vulnérable ou qui pense que
Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Ça va être mon grand combat des prochaines années au niveau de la sensibilisation, c'est d'enlever la tête des gens que ça leur arrivera pas à eux. Ça va arriver 100% sûr. C'est sûr, ça risque d'arriver plus qu'une fois. Ouais. Puis ça se peut aussi que cette brèche de nez ou cette attaque-là, elle se passe, admettons, en janvier 2020X, puis que ça soit juste en octobre que les personnes réalisent « Oh, on s'est fait compromettre en janvier. » Ah oui, parce ça peut prendre du temps. Les statistiques le démontrent bien, là, ils s'entendent pas tous sur le chiffre exact, là, mais une compromission détectée, j'utilise le terme compromission au sens large, est détectée entre 3 et 9 mois après les faits dans une entreprise. Fait qu'imaginez, on pense entre-temps que c'est un bug informatique puis qu'on va le régler éventuellement. Ou les entreprises le voient même pas, s'en rendent même pas compte. Puis ça, c'est souvent le cas. L'exfiltration de données se fait de manière sous couvert complètement. Fait qu'imaginez un acteur malicieux dans votre network pendant 6 mois de temps, les dégâts qu'il peut faire. Il y a le temps de faire, oui. Fait que, tu sais, déjà, avoir un état d'esprit qui dit, OK, j'en suis conscient, dès que je peux, je vais me payer un spécialiste qui va mettre de l'ordre là-dedans. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, là, c'est certain là, que c'est important, mais ça dépend du milieu dans lequel vous êtes. Il y a des milieux beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y a en plus potentiel d'être victime d'espionnage industriel. Je pense au milieu du jeu vidéo, par exemple. Ouais. On penserait pas que c'est un milieu qui est... Mais dans leur modèle de menace, les compagnies de jeux vidéo ont la Chine, l'État chinois, comme ils font énormément d'espionnage industriel, les Chinois. Fait qu'ils doivent savoir comment je me protège de l'État chinois, carrément, ce qui n'est pas une mince tâche. Non, j'imagine. En construction, c'est quoi? Bon, moi, je ne viens pas du milieu de la construction, là, je sais pas c'est quoi le modèle de menace, mais et peut-être qu'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus spécifiquement. Il faudrait regarder c'est quoi le modèle de menace quand je suis une compagnie de construction. De qui je dois me protéger? Qu'est-ce que je dois protéger spécifiquement? Ouais. Qu'est-ce qui arrive si je perds mes données? Quand je vais perdre mes données? Ouais. Tout ça, ça fait partie d'une modélisation de menace qui, quand on veut gérer le risque en tant que gestionnaire d'entreprise ou quoi que ce soit, il faut passer par là, il faut le faire. Il n'y a aucune entreprise qui est parfaite, là, surtout pas au début. Il y en a même que des compagnies vieilles de 75 ans et plus qui ne le sont vraiment pas, même qui ont les poches profondes. Là. Donc, ça veut rien dire, mais c'est une question, je reviens, c'est une question de mindset, c'est une question de culture d'entreprise aussi. Ça va du haut. Hein? Culture d'entreprise, c'est ce que les hauts décideurs, puis les C-level, puis les cadres supérieurs décident. Puis ça, s'ils prennent ça à la légère, s'ils s'en foutent, s'ils font pas l'effort, tu vas beau avoir des employés qui sont compétents, qui veulent avancer, ça marchera pas. Fait qu'il faut que ça vienne du top, il faut que ça soit pris au sérieux, puis il faut pas que ça soit juste mis comme une ligne dans un budget, puis après ça. C'est pour ça qu'il y a des postes de Chief Information Security Officer, puis maintenant, depuis plusieurs années, en fait, où la fonction du cadre supérieur, c'est d'assurer la sécurité de l'information. Ouais. Donc, il faut prendre ça au sérieux. C'est la meilleure chose que je peux faire, puis avec des ressources limitées, on peut quand même développer dès le début une culture de la sécurité de l'information. Dès le départ. Et on ne paye pas la rançon. Bon, ça c'est facile à dire. C'est ça. Nous, on ne payait pas, en effet, mais si la rançon est 75 000 $, puis les données perdues valent 500 000 ou plus, c'est dur de dire ça face à face à un entrepreneur. Il dit non, il faut faire ça comme ça, il ne faut pas payer la rançon. Puis c'est ça le problème, en fait, qu'on voit dans les dernières années, c'est que les coûts de rançon ont un peu diminué. Puis la perte potentielle reste quand même élevée, puis les fraudeurs le savent. Voilà. Fait que, il y a quelques années, il y a 5, 7, 8 ans, je me disais systématiquement, faut pas payer. Faut prévenir, plutôt pour pas se mettre dans cette situation-là. Mais dans les faits, maintenant, comme qu'on voit les choses, sur papier, je dis faut pas payer. Parce que, comme on a discuté, ça nous ouvre ça nous met un bullseye d'en face. Ça indique qu'on a une mauvaise hygiène, etc., etc. Mais dans les faits, ça se peut, malheureusement, que ça va être plus la peine pour un entrepreneur d'aller reprendre ses données. Et là, avec un peu de chance, j'espère par la suite corriger la faute d'où ça vient. Mais c'est dur, réalistement. C'est pas comme ça que ça fonctionne maintenant dans la vraie vie. Il faut régler les problèmes en amont. Toujours. Absolument, il faut être prêt. Parce qu'il n'y a aucun système qui est 100% hacker-proof. Ça n'existe pas. Il faut surtout être prêt. Puis la loi 25 au Québec, la refonte de la protection des données personnelles, là, qui est rentrée en action il y a 1 an, force un peu les entreprises à prendre ça au sérieux, la sécurité de l'information. Donc là, c'est plus une question de genre ça me tente ou ça me tente pas. Là. C'est un requis légal. Ouais. On rentrera pas dans la loi 25, mais parce que c'est un autre sujet en soi. Mais maintenant, c'est plus juste une question de culture d'entreprise ou de genre ça me tente de faire la sécurité ou ça me fait chier parce que c'est une dépense dans mon budget puis ça coûte cher. Là, c'est un requis légal. Voilà. Donc là, on n'a plus le choix. Là. Tout à fait. Dans quelques minutes, on a fait le tour du sujet de la cybersécurité. C'est passionnant. Merci beaucoup, Jean-Philippe Descarrés, Mathieu, de votre présence à notre balado. Merci. Merci de l'invitation.
C'est ce qui termine cet épisode de notre série Savoir éviter le pire. Nous souhaitons remercier Jean-Philippe Descaries-Mathieu ainsi que Cautionnement Expert et PMA Assurance qui sont les commanditaires de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur la pénurie de main-d'œuvre. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com section balado. Merci, à très bientôt.